Un data center dans l'espace, c'est principalement 3 choses. C'est un énorme champ de panneaux solaires et c'est ça, cet enjeu de puissance qui fait qu'on est obligé de le faire différemment. Et derrière, c'est des radiateurs, puisqu'il faut refroidir par radiation, et des briques serveurs. On est sur plusieurs ordres de grandeur supplémentaires par rapport à la puissance de la plus grande infrastructure spatiale aujourd'hui déployée. SpaceX a demandé une autorisation à la FCC américaine pour déployer jusqu'à 1 million de satellites pour sa constellation IA. Il y a 15 000 satellites en opération au total aujourd'hui. On a vu une série A à 170 millions de dollars sur une valo d'1 milliard pour une startup qui est très très loin encore du produit, quoi, si tu veux, et une autre qui a rien fait sur ce sujet-là, qui a fait une série B à 250 millions de dollars avec une valo de 2 milliards. Aujourd'hui, je reçois Aymeric Lhomme, cofondateur et CEO d'Alatyr. Après presque 20 ans chez Airbus puis Ariane Group, il quitte un poste de directeur pour créer une start-up spatiale, pas pour lancer une app, mais pour construire des data centers géants en orbite. Alors, un sujet passionnant, tu vas nous expliquer tout ça. Assemblés par des robots et avec une première démonstration visée en orbite en 2028 et une infrastructure mégawatt à horizon 2030. Alors, on va rentrer dans le détail, tu nous expliqueras, il y a plein de mots un peu barbares pour le commun des mortels. La question que j'ai à te poser pour cet épisode, c'est comment tu crées une startup quand ton produit coûte des centaines de millions, que ton marché dépend autant des industriels que des États et que ton MVP ne peut pas sortir en 3 semaines. Bienvenue, Aymeric. Merci. Ravi d'être avec vous et ravi de faire cet épisode avec vous. Comment tu fais? La réponse courte, c'est étape par étape. Voilà. Tu commences par te dire c'est quoi le plan long terme, ton objectif. Donc là, en l'occurrence 2030, pour le premier data center complètement opérationnel mégawatt. Évidemment, on déploiera avant ça pour tester. Et donc, ensuite, tu découpes ça en petites étapes, et puis surtout, tu te concentres sur ta prochaine étape. Voilà. D'accord, donc en fait, tu poses un plan finalement assez loin, parce que là, on parle d'horizon 2030, donc 4 ans devant nous. Ouais. Et puis après, donc, tu leur découpes année par année, puis après, peut-être trimestre par trimestre. Bon, c'est ce que devrait faire tout entrepreneur, quelque part. En tout cas, on sait que c'est aussi comme ça que tu développes des visions avec des horizons un peu plus loin. Pour autant, souvent, on est rattrapé par le quotidien. Bon, bah là, en ce moment, le problème, c'est ça, ou la problématique, c'est ça, ou il y a des faits majeurs extérieurs qui font qu'il faut qu'on s'adapte. C'est ça qu'on va creuser ensemble dans l'épisode. On va parler aussi financement, etc. Puisque bah, pour l'instant, le premier data center, il n'est pas en orbite, mais voilà, on vous souhaite qu'il aille là. Moi, la première des questions que j'ai pour toi, c'est comment t'es venue cette idée de mettre des data centers en orbite? Vous le savez, des entrepreneurs, j'en interview des centaines. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un en particulier, c'est Fabien Prêtre, cofondateur de l'imprimerie en ligne Fulfiller, basée à Orléans. Fabien est déjà monté sur scène d'un des événements Comment t'as fait pour partager ses secrets de croissance fulgurante. Et aujourd'hui, il est aussi sponsor du podcast Comment t'as fait. Normal, l'entrepreneuriat, il l'a dans la peau. Son obsession, l'ultra satisfaction client. Avec Fulfiller, vous imprimez tous vos supports de communication, petits et grands formats. Top prix, délai express, qualité garantie. Roll-up, mur d'image, carte de visite, signalétique, textile et objets publicitaires, tout est là en un clic. Et si vous avez une question, l'équipe vous répond en moins de 45 secondes avec le sourire. Alors, rendez-vous sur fulfiller.com, votre imprimerie en ligne, et boostez la communication de votre entreprise. J'interromps quelques instants cet épisode pour vous partager ce qui a complètement changé ma manière de piloter mes entreprises. En 2020, j'ai fait le constat que je n'avais pas de vision globale de mes sociétés, que mes décisions étaient prises au doigt mouillé et que chaque mois, les abonnements et outils se multipliaient sans toujours être connectés entre eux. En 2021, j'ai décidé d'agir. En intégrant la suite business de plus de 45 applications Zoho One, j'ai donné les moyens à mes équipes et mes entreprises de se développer et d'être plus efficaces. Du CRM aux enquêtes de satisfaction en passant par la gestion de projet ou encore les RH, les applications Zoho nous accompagnent au quotidien et les résultats sont là. Imaginez 45 applications à partir de 37 € par mois par utilisateur. Difficile de trouver mieux pour une solution tout en un qui permet d'être réellement le pilote de son entreprise. Parce qu'avec Comment t'as fait, notre mission est d'accélérer le développement des entrepreneurs et de leurs entreprises. Je vous partage un lien d'essai gratuit de la suite Zoho One dans la description de cet épisode. Allez, retour à mon invité du jour. Oui, alors, on n'a pas commencé par les data centers, je dois le dire. D'accord. L'idée d'origine, on a créé la boîte en 2023 et comme tu l'as rappelé, après pas mal d'années chez Airbus, Ariane Group, donc dans l'industrie aérospatiale traditionnelle, on va dire. Et alors, d'abord, j'ai vu qu'il se passait, on entrait à nouveau dans une période d'innovation radicale dans le domaine spatial, mais période d'innovation qu'on n'avait pas connue depuis les années Apollo. D'accord. Donc, il y a T'as senti, il y avait un donc signal. il se passait plein de choses. Il y avait plein d'opportunités nouvelles, etc. Donc première chose. Donc on voyait que, et notamment à travers les startups, qui sont certaines d'entre elles devenues très grosses depuis, mais à travers notamment les startups.
Donc il y avait cette opportunité-là, et nous, on a créé Alatir en 2023 en se disant, si on veut mettre beaucoup plus d'activités industrielles en orbite, il va falloir quelque chose de nouveau, qui soit ni un satellite traditionnel, ni la station spatiale type ISS telle qu'on la connaît, avec des astronautes à bord. Il va falloir des infrastructures robotiques. Voilà. Donc de grandes infrastructures qui sont capables, sur lesquelles on a des robots qui sont capables de faire des choses. Voilà. Donc on a commencé par ça. Qu'on pilote à distance? Qu'on pilote à distance en partie et qui sont en partie automatisés. Voilà. D'accord. Et donc, on a regardé différentes activités à faire sur ces stations spatiales, sur ces plateformes robotiques dans l'espace, la recherche, la fabrication de matériaux, et donc la recherche pour l'industrie pharmaceutique, par exemple, la fabrication de matériaux, pareil pour l'industrie, des matériaux très innovants, et puis le calcul en orbite. Voilà. Et on a vraiment basculé complètement sur les data centers assez récemment, simplement en fin d'année dernière, quand on a vu que les conditions étaient réunies pour que, disons, le projet devienne réalisable et réalisable en Europe. Voilà. Les conditions, c'était quoi? Les conditions temporelles, financières, techniques, technologiques, géopolitiques? Oui, je pense que pour n'importe quel projet, en tout cas start-up deep tech, il faut trois conditions essentielles, je dirais. La première, c'est la condition technologique, effectivement. La seconde, c'est le marché. Il faut que tu aies des clients qui aient vraiment besoin de ton service, de ton produit, etc. Et le troisième, c'est la capacité de financement. Et ce qui a changé en fin d'année dernière sur ce sujet des data centers en orbite, je dirais, c'est les grandes annonces qui ont été faites sur la côte ouest américaine, avec un certain nombre de startups ou de plus grandes entreprises et de plus grandes entreprises. En fait, tout le monde tech, quelques startups et tous les grands groupes se sont positionnés sur ce sujet des data centers en orbite. Et à partir de ce moment-là, sur le plan technologique, on avait déjà l'accès à l'espace, les lanceurs super lourds, réutilisables, etc., avec un prix qui baissait et qui va continuer à baisser dans les années à venir. Ça, c'est un élément essentiel. Mais il y a quelque chose qu'on n'avait pas, c'était la question de la résistance des chips dans l'espace. Et donc des puces. Et donc, à partir du moment où Nvidia, notamment, a dit moi je vais faire des puces spatiales, tu savais que ça t'enlevait une très très grosse épine du pied. Nous, on peut faire ce qu'on appelle du renforcement de puces pour du hardening ou du shielding, etc., pour les puces dans l'espace. Mais avec la vitesse d'innovation, on va dire, sur ce secteur, ça devient très compliqué pour un acteur, tu vois, qui est dans parce que là, tu as le choix, en gros, d'internaliser, mais ça va prendre du temps, des ressources, etc. Ou alors de se dire, il y a un acteur sur le marché qui propose, alors je suis peut-être un peu dépendant, ou ça me coûte peut-être un peu plus cher, mais au moins, je peux aller plus vite. Lui, il fabrique des puces, les meilleurs du monde, et c'est son métier, et à l'échelle. Voilà. Donc, il y a l'aspect technologique, il y a l'aspect marché. Et sur le marché, il y a deux choses. Bon, d'abord, évidemment, l'explosion des besoins de compute, de capacité de calcul, des usages, la mobilité autonome, la robotique, on pourra revenir là-dessus, mais moi je suis persuadé que les robots humanoïdes, typiquement, vont avoir besoin de capacités de calcul qui seront hébergées dans le cloud. Et donc là, avoir cette résilience spatiale devient hyper intéressant, voire même absolument critique. Donc, ce marché-là préexistait, mais il se passe un autre phénomène sur ce type d'infrastructure, un peu comme pour le GPS ou pour Starlink, pour la connectivité par l'espace. Tant que personne n'a l'infrastructure, personne n'en a absolument besoin. Mais à partir du moment où certains ont accès à cette infrastructure, elle devient vitale pour tous les autres, si tu veux. Donc, le besoin, y compris le besoin institutionnel souverain en Europe. Et puis, le troisième sujet, c'est le financement. Et là, on a vu tout d'un coup, on a vu que les VC américains suivaient le mouvement, voyaient ça comme la continuité en fait du déploiement de l'infrastructure IA, et mettaient des centaines de millions sur cette infrastructure. Et là, les VC européens suivront aussi ce mouvement et mettront de l'argent sur ce type d'infrastructure. Voilà. Donc, tout d'un coup, donc j'ai pas inventé le sujet, si tu veux, les planètes s'alignent et rendent le projet non plus seulement possible, mais presque nécessaire pour l'Europe. Et là, toi, en tant qu'entrepreneur, tu peux décider de saisir l'opportunité ou pas. Voilà. Et là, du coup, tu as des soutiens. Et là, tout d'un coup, tu vois que tu as beaucoup plus de répondants.
que sur d'autres sujets qui sont Ouais. peut-être tout aussi intéressants et qui n'ont pas le même. Encore une fois, si tu n'as pas un besoin très très fort Mmh. et des investisseurs qui ont très très envie d'investir sur ce secteur, c'est plus compliqué. Mais oui. C'est-à-dire, quand on parle de timing sur les startups, le timing c'est ça. C'est si tu y vas au bon moment, tu peux avoir une super C'est idée, time to être 10 ans market, trop ouais. tôt, Mmh. 5 ans trop tôt. Le time to market est super important et donc tu le sens quand tu es sur un sujet Mmh. effectivement qui correspond à un vrai désir des utilisateurs et des investisseurs à un moment donné. Voilà. D'accord. Donc là, vous êtes dans cette phase où, bon, maintenant, donc vous avez les conditions de marché qui sont réunies, qui vont permettre, d'avancer. Vous êtes encore en R&D, vous savez déjà, vous êtes déjà en termes de vous êtes en train de construire, et puis après ça m'intéresse d'aller sur le modèle économique. On parlait de data center en orbite. Est-ce que, vous les louez? Vous les achetez? Enfin, comment derrière vous gagnez de l'argent avec ça? Mmh. Alors, où on en est? On est en R&D, Mmh. clairement, et puis, je dirais même d'une certaine manière, même quand on aura déployé, les premiers data centers, la R&D s'arrêtera pas. Mmh. Parce que tu fais une V1, tu fais une V2, tu fais une Et oui. V3, hein, Mmh. et l'objectif, c'est de pas, tu ne peux pas construire l'infrastructure parfaite, si tu veux, ultime, qui, évolue Mmh. plus. Ça c'est un secteur qui continue à changer très, très vite, le spatial et les capacités de calcul. Donc si tu veux, on sera en R&D de toute façon, pendant très longtemps. Toute la vie de l'entreprise, je dirais, on est Mmh. une entreprise qui continuera à faire de Tu auras l'engineering. toujours une part de ton équipe qui sera en recherche, en Toujours une part, études, ouais. Mmh. toujours une part de l'équipe, qui sera l'équipe d'engineering qui Mmh. continuera à faire évoluer, le système. Mmh. Ça, c'est clair. La deuxième chose, c'est, est-ce qu'on est en phase de production de test? Oui, on est, dès le départ en prototype. Ça, c'est la Mmh. nouvelle façon de faire du spatial, c'est que, tu passes pas 2 ou 3 années à faire, du développement papier. Mmh. C'est tu vas le plus vite possible vers du prototypage pour Mmh. tester en parallèle du développement système. Voilà. D'accord. OK. Mais comment tu fais après pour le tester en conditions? Parce que tu peux reproduire, l'effet de l'orbite? Enfin, comment tu fais pour après pouvoir tester la robustesse ou le fait Donc, que ça tu fonctionne tout tu simplement? tu peux faire pas mal de choses déjà sur Ouais. Terre effectivement, et pas tout parce que tu es pas en microgravité, Mmh. donc tu peux mais d'abord tu vas faire plein de tests, radiatifs, de vide, et cetera. Donc tu as plein Mmh. tu as des campagnes de qualification qui sont assez exigeantes évidemment, mais et qui peuvent coûter cher en équipement, en matériel, mais tu peux tester un certain nombre de choses avant d'envoyer en orbite, premièrement. Mmh. Ensuite, tu peux faire des tests, ce qu'on appelle des IOD, des In-Orbit Demonstration ou des In-Orbit Validation sur des sous-équipements. Donc, ils vont pas te coûter aussi cher que si tu voulais envoyer toute ton infrastructure, tout ton système pour le tester entièrement d'un coup. Donc, Mmh. tu peux tester certaines technologies vraiment dans l'espace. Aujourd'hui, c'est possible. C'est la révolution du New Space avec des mini-satellites, des micro-lanceurs, etc., etc. Donc tout ça, c'est possible aujourd'hui, ça l'était pas forcément il y a 10 ans. Évidemment, à un moment donné, il faut envoyer, le robot, Mmh. les tuiles en ce qui nous concerne et assembler un premier data center pour tester un premier data center complet en orbite, qui est pas forcément ton design final, mais quand même pour montrer que ça marche. Donc ça, c'est ce qu'on vise en 2028, la grosse démonstration, ça va être ça. Voilà. D'accord, OK. Alors, j'ai plein de questions pour toi parce que vu que c'est un univers voilà, qui est pas forcément commun, on voit donc on ira aussi sur le financement derrière, comment tu fais pour financer, mais sur le modèle même, comment ça se passe? Parce que tu dois l'envoyer en orbite, d'accord, mais derrière, tu loues une partie de l'espace, pour avoir le droit de laisser tes data centers, heu, dans l'espace ou pas? Comment ça se passe? Enfin, comment c'est réglementé ça? Non, c'est pas réglementé, sur, tu loues pas l'espace, hein, il y Ouais, a c'est par contre, effectivement, bon, tu dois évidemment informer, les agences spatiales et cetera. Ce qui peut, là où tu as, on va dire, des autorisations à obtenir, c'est sur, l'utilisation des fréquences radio notamment, hein, les fameuses, d'accord, oui. fréquences, sur lesquelles toutes les constellations de connectivité se battent. Mais nous-mêmes, comme on va s'appuyer sur le réseau en fait, le réseau de connectivité qui est en train d'être déployé dans l'espace, Mmh. pour nous, c'est pas un enjeu, si tu veux. Donc D'accord. nous, d'un point de vue réglementaire, on a plutôt d'autres obligations, mais qui sont pas d'énormes contraintes pour nous, mais des obligations, relatives à, la désorbitation de l'infrastructure, et cetera, et cetera. Voilà. Oui, parce qu'après pour la partie maintenance, tu dis c'est des robots, donc a priori elle va C'est s'auto-maintenir? beaucoup, beaucoup moins de contraintes réglementaires, Ouais. si tu veux, que pour faire un data center sur Terre aujourd'hui.
Donc D'accord. tu peux perdre énormément de temps sur la partie réglementaire. Ensuite, tu as besoin d'être relié au réseau Ouais. électrique. Donc nous, ce ne sera pas un problème puisqu'on a nos propres panneaux solaires. D'ailleurs, il faut peut-être que j'explique un peu ce Oui, qu'est vas-y, justement, l'infrastructure, en ouais, et fait. puis comment tu justement, au niveau énergie, ça fait partie Alors, de mes questions, donc, comment tu si tu veux, un data center, alors d'abord, l'intérêt d'envoyer des data centers en orbite, pour nous, il est de deux ordres. Le premier, c'est l'énergie solaire qui est abondante, quasi illimitée à l'échelle ouais. de nos besoins. Mmh. Et si on se met sur la bonne orbite, c'est-à-dire une orbite héliosynchrone, à la bonne altitude, on aura 100% de temps d'énergie solaire. Donc C'est pas de passion batterie, c'est etc. passionnant ce etc. que tu dis. Enfin, Donc ça, c'est l'énorme avantage, si tu OK. veux, pour une infrastructure qui consomme énormément Mmh. d'électricité. Mmh. Voilà. Le deuxième et l'autre raison pour laquelle cette infrastructure-là, spécifiquement les data centers, est particulièrement adaptée, on va dire, à l'espace, c'est que contrairement à la fabrication en orbite de matériaux, de systèmes biologiques, etc., on n'a pas à ramener physiquement sur Terre, c'est de la data qu'on Mmh. transfère. Donc c'est facile à transférer, surtout dans l'espace, Mmh. entre les infrastructures spatiales. Donc, premier avantage, énergie solaire, pas d'impact environnemental, pas de consommation d'eau, pas d'impact sur les terrains, etc., Oui, etc. parce que ni pour le refroidissement, généralement, on dit que les serveurs, faut les refroidir et cetera, mais là, comment ça se passe? Radiation, OK. pas radiation, mais je peux venir aux aspects techniques juste après, juste pour finir sur pourquoi les data centers Ouais. en orbite. Donc ça c'est la vision un peu, on va dire, moyen-long terme, potentiellement un jour d'être moins cher que les data centers sur Terre parce que, voilà, électricité, entre guillemets «gratuite» une fois que Mmh. tu as déployé et cetera. Et le deuxième avantage, c'est un avantage là, par contre, qui est immédiat, c'est on a vu que les, data centers étaient devenus des infrastructures, stratégiques, qui sont devenues des cibles militaires. On l'a vu Mmh. aux Émirats, avec le conflit iranien. Donc, là, effectivement, tu as besoin et pour tout un tas, on va dire, autant, pour des usages, sécurité défense, jusqu'aux industries pour lesquelles avoir accès à l'infrastructure numérique est essentiel à leurs opérations, jusqu'aux véhicules autonomes, jusqu'aux futures, flottes Mmh. de robots connectés et cetera. Garantir, si tu veux, cet accès aux capacités de calcul, avec en plus, quasiment où que tu sois sur terre, une sorte de latence, garantie. Hein, donc sans avoir besoin de savoir si ton data center il est à proximité, s'il est, Mmh. voilà. Tu auras toujours à peu près le même temps de latence, et une garantie si tu veux d'accès à tes capacités de calcul, à tes serveurs et dans un espace, physiquement, sécurisé, Mmh. beaucoup plus sécurisé que sur terre. Du fait que tu sois, physiquement dans l'espace, si tu veux. Oui, tu as moins de possibilités que, le Voilà. data center prenne Donc feu ou qu'il soit attaqué ou voilà. À vandalisé long ou autre. terme, pour le dire autrement, à long terme, une opportunité peut-être sur une industrie très consommatrice d'énergie avec un fort impact, écologique, de trouver une alternative justement qui ne consomme plus les ressources, Mmh. de la planète dans tous les sens du terme, ou moins. Et à court terme, avec le développement, incroyable, de l'utilisation de l'IA, si tu veux, cette garantie d'avoir accès à une Mmh. capacité de calcul où que tu sois, quels que soient les événements ou la situation au sol, sur Mmh. les infrastructures terrestres, voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que c'est un data center, dans l'espace? Un data center dans l'espace, c'est principalement 3 choses. C'est, un énorme champ de panneaux solaires, si tu veux, et c'est ça, cet enjeu de puissance qui fait que on est obligé de le faire différemment. On peut pas construire ce type d'infrastructure comme on construit habituellement, des satellites ou des Mmh. infrastructures classiques dans l'espace, c'est l'enjeu de puissance. Donc c'est un énorme champ de panneaux solaires et puis derrière, c'est des radiateurs puisqu'il faut refroidir par radiation et des briques serveurs. Voilà. Et si et l'enjeu de puissance est clé dans ce qu'on fait parce que si tu veux aujourd'hui un rack, de GPU, CPU, Nvidia, c'est, plus de 100 kilowatts de puissance, Mmh mh. nécessaire si tu veux et bientôt plus de 200 kilowatts et on va vers, des puissances de plus en plus importantes, pour un rack. Un rack, une armoire dans un data center qui en contient Mmh. parfois des milliers. Aujourd'hui, les data centers qui sont déployés, c'est des centaines de mégawatts et les plus grands data centers, c'est, 1 gigawatt, voilà. Mmh. Et aujourd'hui, l'infrastructure la plus puissante en orbite,
c'est la Station spatiale internationale qui a à peine plus de 200 kilowatts de puissance. D'accord. Voilà, on est sur plusieurs ordres de grandeur Mmh. supplémentaires par rapport à la puissance de la plus grande infrastructure spatiale aujourd'hui, déployée. Et des satellites aujourd'hui, c'est quelques kilowatts de puissance et éventuellement 10 kilowatts de puissance pour les plus gros d'entre eux, si tu veux. Oui, Et donc donc c'est beaucoup moins, en fait. voilà, donc tu as 2 façons de déployer des data centers en orbite. Soit tu fais comme les Américains aujourd'hui ou les Chinois, c'est-à-dire tu dis: «Je vais faire des constellations de satellites très, très puissants, 10 fois plus puissants que ceux d'aujourd'hui». On va passer de 10 kilowatts à 100 kilowatts Mmh. avec d'énormes panneaux solaires, donc des satellites chers quand même, et je vais en déployer des dizaines de milliers ou des centaines de milliers. Voilà. SpaceX a demandé une autorisation à la FCC, américaine, pour déployer jusqu'à 1 million de satellites pour sa constellation, IA. Mmh. Voilà. Il y a 15 000 satellites en opération au total aujourd'hui. Ouais. 15 000 au total, dont les 2 tiers sont aujourd'hui effectivement, Starlink, la constellation de SpaceX. Et il veut en déployer 1 million pour pouvoir atteindre la masse critique en termes de puissance dont on a besoin pour faire des data centers. Donc nous, on dit: «Ça, c'est pas la bonne façon de faire». Hein, en plus de ça, on a des durées de vie relativement courtes de ces satellites. Ce sera encore plus vrai quand on mettra des GPU en orbite avec les radiations, et cetera. Donc des durées de vie de 3, 4, 5 ans. D'accord. On dit: «Ça marche pas». Ça Mmh. marche pas, sauf si effectivement on est prêt à cramer un fric très, très important, bon, ça peut marcher dans de très rares cas. Nous, on pense que la seule façon réellement de faire ce type d'infrastructure extrêmement puissante, donc des champs de panneaux solaires, 4-5 mégawatts, c'est 150 mètres par 150 mètres de panneaux solaires en orbite. Ah Voilà. oui. Donc ça se déploie pas évidemment, tout construit, par un lanceur aujourd'hui. Donc la seule façon de faire, c'est de découper ça en petits modules, Mmh. en tuiles, nous on appelle ça les tuiles, de les empiler et d'envoyer un robot avec et d'assembler tout ça en orbite. Voilà. C'est ça D'accord. qu'on veut faire, c'est ça la grande nouveauté. Et aujourd'hui, on est les seuls, non seulement en Europe, mais dans le monde, à vraiment travailler sur cette façon de faire des infrastructures de cette taille-là et de cette puissance-là en orbite. Et les data centers, c'est l'application, le type d'infrastructure qui a besoin de ça, qui a Mmh. besoin de cette puissance absolument. Sinon, tu fais plein de petits nœuds de serveurs, certes reliés entre eux à la vitesse de la Lune par des connexions laser, donc à la vitesse de la lumière, mais tu restes sur des petites unités serveurs limitées à maximum 100 kilowatts de puissance, avec des latences millisecondes Mmh. entre les différents nœuds. Donc nous, on dit, ben non, un data center, c'est mégawatts en termes de densité de puissance, et c'est microsecondes. Voilà. Et donc, en le faisant comme ça, on peut faire ce type d'infrastructure. Voilà. Je prends quelques instants pour vous parler de ma newsletter. Depuis 2020, j'analyse les décisions des entrepreneurs du top 5% pour comprendre comment ils ont construit des entreprises performantes. Le lien est accessible dans la description de l'épisode. Allez, retour à l'invité. D'accord. Écoute, super intéressant de de se dire comment ton cerveau pense à ça et comment tu arrives à arriver à ce projet-là. Comment du coup vous allez, gagner de l'argent, avec, cet outil que vous êtes en train de développer? Comme un opérateur de data center sur Terre, OK. c'est-à-dire Un abonnement mensuel? on développe l'architecture du système, Ouais. on va fabriquer sur OK. Terre, on pense que c'est très important d'intégrer la fabrication, mais ensuite on déploiera, on opérera l'infrastructure, on sera propriétaire Mmh. et opérateur et on vendra de la Donc tu as capacité. un coût de production peut-être au départ, qui est plus important, ce que tu fais sur Terre et cetera et puis il faut l'emmener, Mmh. jusqu'en orbite. Mais après, une fois qu'il est installé, en fait, après les charges, elles sont très Oui, peu élevées? tes coûts opérationnels sont presque nuls, on va Ouais? dire, à ceci près que, comme je l'ai expliqué, si tu as une constellation de satellites, la durée de vie des satellites est Oui. faible et en fait, tu passes ton temps à renouveler ta constellation. Mmh. Donc tu peux appeler ça du CAPEX ou de l'OPEX, je sais pas, mais c'est plutôt du CAPEX puisque Oui. ton infrastructure en réalité a une durée de vie très limitée et tu renvoies Mmh. à nouveau de nouveaux satellites, si tu veux. Nous, c'est vraiment de l'OPEX dans le sens où, avec nos robots, on renvoie des tuiles Mmh. et on change les tuiles qu'il faut changer. Alors, les tuiles qu'il faudra changer le plus souvent, c'est les tuiles, serveurs, hein, les tuiles, Oui. avec l'IT, remplacer les systèmes, électroniques et cetera. Mais, on sera capable de remplacer une tuile solaire, une tuile radiateur et cetera, et le système étant très modulaire,
l'architecture du système, de l'ensemble des systèmes fluidiques, électriques, etc., data évidemment, l'ensemble de ces systèmes fait que c'est très redondant. On peut avoir une tuile qui tombe en panne, le système continue à fonctionner, et puis, tu vois, tu relances des tuiles, et le même robot qui a assemblé sera le robot qui remplacera la Donc lui, il tuile. reste dessus. Tu Ouais. peux faire grandir ton infrastructure, etc. Donc là, on est vraiment sur de l'OPEX, et ça a un coût, mais c'est évidemment beaucoup plus économique, si tu veux, que de remplacer en permanence tes satellites. C'est beaucoup plus durable comme façon de faire de l'espace. Je veux dire, ça paraît évident de dire, si on veut déployer de grandes infrastructures dans l'espace, vraiment faire des choses, il faut que ce soit durable, si tu veux. Et des grandes infrastructures, surtout, qui coûtent cher. C'est-à-dire la façon de financer le financement d'une infrastructure, je ne sais pas comment tu fais pour financer de l'infrastructure sur 4-5 ans, c'est trop court. Donc là, sur 15 ans et plus, l'ISS a duré 30 ans. Hein. Elle a été, au moment où elle a été pensée, elle devait durer 15 ans, et puis finalement, elle a duré 30 ans. Voilà. Donc là, tu peux même imaginer que ça peut être plus que 15 ans, si tu sais remplacer, et ça, ce sera complètement... C'est nouveau dans le spatial. À part l'ISS, donc station habitée, qui a coûté une fortune, en dehors de ça, les satellites, c'est jetable, si tu veux. Qu'est-ce que tu fais Voilà. de ce qui est devenu obsolète, justement? Alors là, tu as différentes stratégies qu'il faudra discuter, mais la façon la plus simple, c'est que tu les stockes, tu les gardes, en fait, si tu veux, et simplement, tu les remplaces dans ton système, tu les gardes en orbite. À la fin, il faudra désorbiter, comme toutes les grandes infrastructures, comme l'ISS va désorbiter, mais voilà, avec des durées de vie très, très longues. D'accord. OK. Alors une question du coup qui, qui me vient, c'est, votre projet, pourquoi pas l'avoir fait justement avec, Ariane ou, d'autres groupes? Avec le je sais pas, le gouvernement, avec, peut-être des, acteurs déjà du data center? Voilà, comment vous avez décidé? Il faudra, hein. Ouais. Je veux dire, évidemment qu'on aura des collaborations industrielles, des collaborations commerciales. Je veux dire, un élément, une brique essentielle, par exemple, dans le système, comme j'ai dit, c'est on va s'appuyer sur le réseau de connectivité qui est en train d'être déployé dans l'espace. Hein. On va s'appuyer sur les lanceurs, super lourds, réutilisables, etc., pour déployer l'infrastructure. Donc, il ne s'agit pas de verticaliser complètement. Je veux dire, certains peuvent vouloir faire ça. Nous, notre enjeu, c'est pas de refaire le réseau de connectivité ni les lanceurs. Donc, on s'appuiera forcément sur... on va pas fabriquer les puces, comme je le disais, en plus, elles seront spatialisées par les acteurs du secteur, donc on achètera les puces. Donc, si tu veux, on aura des collaborations industrielles stratégiques indispensables à la réalisation, au fonctionnement du projet. Maintenant, en ce qui concerne d'autres grands acteurs du spatial, nous on discute avec les grands groupes. Je veux dire, le spatial en général, tu as tout un réseau de fournisseurs, de rang 1, de rang 2, etc. Et donc là, on est en train de monter un consortium industriel dans lequel il y a d'autres acteurs du spatial, si tu veux, qui seront nos fournisseurs sur ces sujets-là. En ce qui concerne les utilisateurs, et dans ce consortium, il y a des utilisateurs aussi. D'accord. Et il y a des cloud providers. Voilà, on est en train de le construire, donc je ne peux pas dire on travaille avec celui-là plutôt que celui-là. Évidemment, on veut travailler avec des cloud providers plutôt européens, en tout cas pour démarrer. Après, on aura des accords commerciaux certainement avec plusieurs acteurs du secteur, mais bien sûr qu'on s'appuie sur l'écosystème, on va dire, des data centers terrestres et sur l'écosystème des fournisseurs de systèmes spatiaux. Voilà. On continuera justement à dire cloud ou pas? Parce que là, on est de l'autre côté. Ce sera le cloud dans l'espace. Voilà. Ouais. Non, mais c'est une question Space Cloud. OK. Ma question par rapport justement aux autres groupes et notamment tes expériences précédentes, c'était, en fait, pourquoi pas l'avoir fait en intrapreneuriat quelque part avec eux, en spin-off ou pas, ou autre? Là, on voit que potentiellement, ça va être aussi en partenariat, mais qu'est-ce qui a fait que tu es parti et pour aller aussi lancer ce projet, mais à part? Tout va beaucoup plus vite, c'est sûr. Donc, pour se donner une chance dans la compétition mondiale, qui est une compétition mondiale, moi je pense qu'une startup a de meilleures chances. Pour être tout à fait transparent, franc, Ouais, non, mais il y a de l'agilité, je il y a de pense la qu'on va rapidité. beaucoup plus Ouais. vite, y compris pour pivoter, tu vois, on n'était pas parti sur cette idée, comme je le disais au tout départ, c'était pas l'idée principale. Et à un moment donné, on a pivoté très très vite. Donc, et on développe très très vite avec des équipes extrêmement réduites, agiles, etc. Donc, il y a cette capacité à aller très très vite. 2,
Pour l'instant, il n'y a pas encore d'argent public. Mais Mmh. même pas aux États-Unis, il n'y a pas d'argent public encore. Mmh. Ça va arriver, il y aura des grands programmes Oui, aux c'est sûr. États-Unis, Mmh. en Europe, défense, civil, Mmh. au niveau national, au niveau européen, il y aura des grands programmes. Mmh. Simplement, si tu attends que les grands programmes soient là, que les compétitions, que les calls, comme on dit, Oui. s'ouvrent avec plusieurs centaines de millions derrière, tu as déjà pris plusieurs années de retard. Donc, au moins dans ces premières phases de développement, il faut discuter avec l'institutionnel, commencer à préparer justement tout ça, mais il faut avancer en parallèle. Or, les grands groupes ont quand même tendance, on va dire, à travailler surtout sur ce type de grandes infrastructures quand les programmes sortent. Mmh. Quand les programmes ESA sortent, quand les programmes de les appels à projets, les appels d'offres de la Commission européenne sortent, etc. Une startup, par définition, lève de l'argent, Mmh. des capitaux risques auprès des investisseurs pour prendre ce risque-là quand les programmes ne sont pas encore là, essayer d'aller plus vite. Et tu vois, voilà, c'est ça le capital risque en deep tech, en tout cas, c'est ça. Et c'est ce que vous avez fait? Vous avez levé ou vous cherchez à lever? Donc c'est ce qu'on fait, tu t'arrêtes jamais de lever. Mmh. On a un peu levé. Là, on rentre dans une phase où il va falloir lever plus Mmh. cette année. Et ce qu'on a pu observer aux États-Unis, là, sur les levées qui ont été faites sur ce sujet des data centers en orbite en toute fin d'année dernière, c'est que ça va très vite. Ça va très vite, tu sais, dans le sens où les montants entre ton site, ta série A, ta série A, ta série B, etc. Là, ce qu'on voit, on a vu une série A à 170 millions de dollars sur une valo d'1 milliard Mmh. pour une startup qui est très très loin encore du produit, quoi, si tu veux. Et une autre qui a rien fait sur ce sujet-là, qui a fait une série B à 250 millions de dollars avec une Mmh. valo de 2 milliards. Voilà. Donc, si tu veux, c'est un Donc là, tu as peu potentiellement une boîte qui 10. vaut déjà plusieurs milliards. Moi, Mmh. non, parce que la valorisation dépend de tes levées. Or, on Ouais. n'a pas encore fait ces levées à plus de 100 millions. Par contre, ce que je dis, c'est qu'effectivement, il faut être ambitieux si on veut Mmh. tenir le rythme face à ces Oui, c'est-à-dire à ces qu'eux, ils sont déjà en concurrents. train d'avancer, ouais. Voilà. Mmh. Et donc, il faut s'inscrire un peu dans le même rythme Mmh. et dans la même ambition. Et effectivement, entre ce qu'on va lever cette année et ce qu'on voudra lever dans 12 ou dans 18 mois, l'écart pourrait être à nouveau Mmh. très important parce que voilà, ça va très très vite. Mais encore une fois, on est sur de l'infrastructure certes spatiale, mais avant tout numérique. Voilà, et finalement, quand tu regardes par rapport aux échelles des montants investis dans les data centers à l'échelle mondiale, bon, on est encore très très loin, si tu veux, Mmh. sur ce sujet des data centers orbitaux. Mais oui, nous, on a cette ambition-là, qu'on soit européen ou qu'on soit pas européen. La question après, c'est comment est-ce que tu fais tes tours? Est-ce que tu les fais en Europe? Est-ce que tu les fais à l'international? Etc. etc. Mais voilà. Mmh. OK, bah, écoute, super, super intéressant. Aujourd'hui, vous avez combien de personnes dans l'équipe? Et c'est quoi le plan de développement, en fonction des levées de fonds que tu comptes faire? Alors, là, c'est 10 full-time, donc ça reste une petite startup, Ouais. mais je pense que les petites équipes sont Agile et ouais, efficace. enfin, si tu veux, c'est à un moment donné, je sais pas, on avait l'impression qu'il fallait être 100 ou 200 Mmh. ou plusieurs centaines pour Délivrer, dire: «C'est bon, ouais. on a fait quelque chose, on a Mmh. réussi, on est arrivé à quelque chose». Pas du tout. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus valorisé, évidemment, sous l'impulsion du SaaS, et cetera, mais beaucoup plus valorisé d'arriver à faire des choses justement géniales avec de toutes petites équipes. Ceci étant dit, nous, on est quand même une boîte aujourd'hui d'ingénierie, on a besoin de faire grandir les capacités, donc là on est 10. L'objectif, c'est de faire la levée, de passer à 50 l'an prochain, donc une grosse augmentation de la taille de la boîte, mais on pense qu'on peut faire ce type de projet, y compris la partie industrielle production, avec moins de 200 personnes, si tu veux. Mmh. Voilà. Et la partie la plus capitalistique du projet, c'est pas tes effectifs, en Oui. réalité. Donc voilà. Oui, c'est, OK. Bon, bah, écoute, on va on va suivre de près, l'évolution et donc, 1er essai, vous avez dit 2028? Oui. Première démonstration et puis 2030, 1re mise en orbite? Non, 2028, première mise en orbite d'un data center pour le tester, Ouais. et 2030, premier déploiement d'un vrai data center mégawatt. C'est ça, OK, bon, bah, c'est encore ça la plus vite target. que ce que je pensais. Écoute, très bien. Dans les 50 que tu veux recruter, Ouais. enfin, dans les 50, tu veux être à 50 collaborateurs, c'est principalement justement des personnes, ingénieurs qui vont faire de la Ouais. R&D, c'est aussi, je sais pas, des personnes qui vont faire du lobby, c'est aussi un peu de communication, c'est quoi les profils? Alors, on a
déjà une petite équipe très réduite, hein, très Ouais. resserrée, comme tu imagines, de commercial ou business development et lobbying, si tu veux. Mais cette équipe n'a pas forcément vocation à grandir très très vite. Là, les recrutements, c'est 95%, c'est des ingénieurs. Et deux types, ingénieurs systèmes spatiaux ou ingénieurs spatiaux, et puis robotique. Voilà. Des profils, j'imagine, rares et chers. Pas si rare que ça en France et en Europe, mais en France, on a la La chance chance d'avoir d'avoir un vivier. un vivier hein, Ouais. d'ingénieurs spatiaux. Enfin, justement, tu parlais des grands groupes, historiquement, on a Airbus, on a Thales. Enfin, non, on a des ingénieurs spatiaux. Et, pas qu'en France, en Europe, donc il y en a aussi en Allemagne, en Italie, etc. Donc, non, non, on trouve absolument les compétences en France et en Europe. Et pourquoi, selon toi, justement, un profil qui est déjà dans un de ces grands groupes, il se dirait, OK, je fais un pas de côté dans ma carrière et, et je rejoins la tire? Bah, probablement, en partie pour les mêmes raisons que nous, les cofondateurs au départ. Mm. C'est parce que, l'envie de travailler, donc différemment, peut-être plus vite, avec Mm. plus de risques, sur des projets de rupture en termes d'innovation. Et puis, il y a quand même quelque chose, bon, en tout cas moi je le ressens fortement mais en réalité je pense que tous les collaborateurs le ressentent, parce qu'on est en levée enfin, Mm. quasi permanente, tu le sais, et sur des sujets deep tech, on dépense beaucoup d'argent, je veux dire, on lève très régulièrement. Et donc, il y a ce sentiment d'urgence et ce sentiment de risque, si tu veux, il faut faire. Mm. Et on n'est pas en train d'essayer de remplir, je veux dire, des objectifs prédéfinis, etc. Il faut faire quelque chose de significatif, et il faut faire quelque chose de significatif qui trouve son marché. Et si tu vois que ça va dans la mauvaise direction, il faut changer, si tu veux, très très vite. Et ça, cet esprit-là, je veux dire, c'est une autre dynamique. Mm. Évidemment, c'est un risque, ça peut être une source de stress, ça peut être, etc. Mais c'est aussi, d'une certaine manière, un moteur, si tu veux. Donc, et puis, il n'y a pas de politique, en tout cas pas à ce stade, etc., etc. Donc, il y a plein de bonnes raisons pour un ingénieur. Je veux dire, là, les roboticiens qu'on recrute, on leur dit, vous voulez faire les premiers robots spatiaux. Mm. Bah, je sais pas, c'est cool, Plutôt quoi. Tu sympa vois. comme, comme ambition. Et pas faire un projet, on va le faire. Ouais. Et là, le proto, on fait fabriquer un premier proto, il va sortir à la fin de l'année, et puis il y en aura un autre l'an prochain, et puis en 2028, il ira dans l'espace, ce robot. Mm. Tu vois, enfin, c'est très concret. Voilà. Oui, tu as de quoi engager autour de cette ambition et de Voilà. dire, j'ai participé à ça, quoi, cette Exactement. innovation. Exactement. Ok, bah écoute, toi, on va en venir aussi à toi. Tu as dit, moi j'ai cette vision, cette ambition pour l'entreprise, mais tu as déjà une carrière qui était bien occupée, on va dire. Tu as fait ce pas de côté. Qu'est-ce que tu trouves de différent justement dans le projet aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? Voilà, comment tu vis les choses avec ses hauts et ses bas? Voilà, qu'est-ce que tu y trouves de positif et quelle est aussi la chose qui te surprend où tu dis, tiens, je m'attendais pas à ça? Je sais pas, je bosse 6 jours sur 7, 80 heures par Ça, semaine. si tu t'y attends, en général. Alors, je veux dire, le premier truc à dire, c'est hyper heureux d'avoir fait ce changement, si tu veux, et pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Et peut-être même que si je repartais quelques années en arrière, je me dirais, mais autant le faire encore plus tôt, Hmm. tu vois. Mais après, c'est des questions aussi de personnalité, je crois. Moi, j'ai l'impression que par rapport à ma personnalité, il y a un très gros fit par rapport au Hmm. métier d'entrepreneur. Ouais. À ce que ça veut dire. Ça veut dire effectivement pas mal de choses, des décisions rapides, une certaine acceptance, une capacité à gérer le risque, à accepter le risque, une très très forte envie, si tu veux, de pousser des sujets pas forcément en conformité avec l'idée dominante, et donc de se battre. Voilà, plein d'éléments qui font que ça fit plus ou moins bien. Pour moi, j'ai l'impression que ça fit très très bien, et donc je suis extrêmement heureux de ce changement. Tu dors bien la nuit? Non. Non, je dors pas bien la nuit, mais je dirais, ça m'est arrivé précédemment dans mon autre vie, de pas Aussi. bien dormir la nuit aussi, mais je dirais que là, c'est pour de bonnes raisons. Hmm. Tu t'inquiètes pour le business, quoi, si tu Hmm. veux. Tu t'inquiètes pas pour d'autres questions de politique, de carrière, de je ne sais quoi, de conflits, voilà.
Donc Ouais. là, je dors pas, mais pour de bonnes raisons et ça va. Mmh. Et tu vois, la Mais tu l'as question c'est, décidé. tu l'as décidé et encore une fois, être inquiet pour de bonnes choses. Ouais. Bien sûr que tu as le droit d'être inquiet parce qu'il y a ce encore une fois, c'est tu sur le point de déséquilibre permanent, Mmh. quoi, si tu veux. Tu es au bord à chaque fois du précipice ou de Mmh. voilà. Mais donc certaines personnes peuvent le vivre très bien. Moi, je trouve ça génial. Qu'est-ce qui m'a surpris? En fait, je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Mmh. Heu, le stress, le risque et cetera, ça oui, tu l'anticipes, la charge de travail, tout ce que tu veux, tu l'anticipes. Hem, non, ce qui m'a surpris finalement, c'est que, bah, tu mets un pied devant, et puis tu fais un autre pied devant et un autre pied devant et petit à petit, ça se construit, si tu veux. Au tout départ, avant d'être entrepreneur, tu sais pas comment Mmh. tu fais pour passer de, ce que tu vois dans les médias en général, c'est des startups, qui ont réussi, qui sont grosses et donc tu vois pas tout le chemin et donc c'est, la surprise de voir que, bah, oui, petit à petit, ça se construit, quoi. Voilà, tu deviens, une de ces startups dans l'écosystème, tu commences à avoir un peu de médias, tu commences à être Mmh. invité, y compris par les institutionnels. Voilà, tout ça se met en place. Mmh. Alors toi qui as occupé des postes de direction dans des grands groupes, est-ce que parfois tu te surprends à avoir des réflexes que, bah, là, dans une start-up, c'est différent, enfin, c'est pas structuré pareil, tu réfléchis peut-être pas pareil, tu structures peut-être différemment? Est-ce que tu trouves d'ailleurs que ça a été aidant de passer dans des grands groupes parce qu'il y a des process ou au contraire, non, tu dis: «Mince, maintenant avec le recul, c'était enfermant»? Non, je pense que les process et tout un tas de choses, qui existent dans les grands groupes et qui n'existent pas dans les petites startups, sont là parce qu'ils sont nécessaires. Mmh. Après, peut-être que dans certaines organisations, tu pousses le curseur trop loin, mais il est évident qu'un groupe de 100 000 personnes ne fonctionne pas comme un groupe de 10 personnes ou de 100 personnes. Mmh. Voilà, ça c'est et donc tu perds en efficacité, mais c'est nécessaire pour faire travailler beaucoup plus de gens ensemble. Mmh. Donc ça, je dirais que c'est inhérent aux grandes entreprises. Donc aujourd'hui, non, j'applique pas tellement, tout un tas de process qu'on avait dans les très grands groupes parce qu'on en a pas besoin. Mmh. En revanche, peut-être que, si on passe à des tailles, plus importantes, de quelques centaines, et qui sait, peut-être un jour de quelques milliers de salariés, c'est pas impossible comme on fait du hardware, de la production et cetera, Et si on scale vraiment ces infrastructures en orbite, c'est possible qu'un jour on soit quelques milliers, auquel cas, cette expérience-là, sans doute, sera utile, oui. mmh. Et c'est quoi l'ambition justement, sans se projeter dans le futur? Je pense que c'est, une des plus grosses opportunités, dans le domaine spatial et en général, si tu veux, Starlink est devenu, et les autres constellations de connectivité deviennent une des infrastructures les plus importantes, Mmh. pas simplement dans le domaine spatial, mais aussi dans le domaine spatial et je sais pas si les gens se rendent compte, mais les infrastructures de navigation, donc Galileo en Europe, le GPS, GLONASS et cetera, les satellites, d'imagerie de la Terre, d'observation de la Terre, que ce soit pour les militaires ou que ce soit, pour, le climat, si tu veux, ou la météo ou et cetera. Ces infrastructures sont dans notre vie de tous les jours, Mmh. sont essentielles. Il y a plein de choses qu'on ne saura plus faire et demain, la connectivité par satellite et donc le compute par satellite vont prendre encore plus de place et c'est pas forcément une infrastructure qu'on veut mettre en avant, mais elle fera partie, avec les infrastructures terrestres, si tu veux, de la machine nécessaire pour faire fonctionner notre monde demain. Mmh. Voilà. Donc, je dis pas que c'est la seule, mais clairement, on a effectivement un monde où potentiellement on va pouvoir scaler d'énormes infrastructures. Encore une fois, en particulier sur le numérique parce que c'est de la data qu'on transfère et pas Mmh. du physique et si nous, on est successful et qu'on est effectivement les premiers à assembler robotiquement ce type d'infrastructure, ça ira au-delà des data centers et je veux dire, ça fera, je l'espère, beaucoup de bien à la planète d'avoir tout un tas d'infrastructures extrêmement énergivores avec un vrai impact environnemental, de les mettre en orbite en dehors de la Terre et de préserver la Terre. Donc moi, je Mmh. vois un très, très bel avenir, et peut-être qu'on met la première brique technologique qui va amener un mouvement plus large que même les data centers en orbite. Bon, bah, écoute, on va suivre, Alatir. Pourquoi Alatir d'ailleurs, le nom? Alors Alatyr, c'est, bah, un nom, d'origine slave c'était une pierre, entre l'espace et la terre, au sommet d'une montagne, avec, des vertus, magiques et notamment médicinales. Voilà.
Ok. Écoute, j'adore moi découvrir Bon, et puis, l'origine. attends, c'est aussi parce que si tu mets Space ou Orbit ou Cosmic ou Cosmos ou Ouais. machin dans ton nom, je veux dire, t'es la millième startup qui s'appelle comme ça. Donc, Est-ce que le brief, c'était aussi de commencer absolument par un A ou pas? ouais, ça aide. Ouais. C'était pas le brief, mais on se rend compte que ça aide parce qu'on est en haut des listes à chaque fois. Ouais, on a ça chez nos clients dans mon agence de communication où souvent quand on crée des noms, attention parce qu'on veut être en haut dans les annuaires ou dans les Mais premiers cités. on n'y avait pas pensé, mais on se rend compte à l'usage que, bah oui, du coup, on est souvent en haut des listes. Puis tu vois Ariane, Airbus, bon, Voilà, je sais pas s'ils ont fait exprès, mais bon. bah on est avant. Voilà, bah ça c'est très Ouais, beau. C'est un beau avant message. Ariane, en tout cas. Mais, On sera avant vous. Qu'est-ce que tu referais exactement pareil si tu devais recréer à la tire aujourd'hui? écoute, on a des super recrutements. On a fait des super recrutements, on a, des gens qui sont, géniaux et bon, une boîte, surtout à cette taille-là, c'est qui sont les gens qui sont dans la boîte, hein. Hmm. C'est ça qui fait l'entreprise. Et on a aussi eu un super, lead investor, un entrepreneur donc Ok. lui-même de la tech, Que tu peux citer ou... oui, je peux le citer, Hervé Arditi, il a fait une boîte qui s'appelait, XBlue et aujourd'hui il investit, il a, un campus, où il rassemble des entreprises de la tech, des startups de la Hmm. tech, à Saint-Germain-en-Laye, là où on est et il nous soutient depuis le début. À la fois, il nous challenge régulièrement, sur l'aspect, technologique, sur l'aspect commercial, Hmm. sur, voilà et en même temps et derrière, il y croit et il nous croit et il soutient le développement de l'activité donc et ça, je pense que, bon, tes équipes, tes recrutements sont clés Hmm. et tu fais aussi des erreurs, hein et on a fait quelques erreurs mais Hmm. voilà, les recrutements, absolument clés et puis quand même, tes investisseurs, c'est 2 piliers très importants. Voilà. Et qu'est-ce que tu ferais différemment? Typiquement, on aurait pu, anticiper, tu vois? Et décider de, basculer sur les data centers, 1 an plus tôt, Hmm. complètement, 1 an plus tôt. Et qu'est-ce que ça aurait donné? Est-ce qu'on aurait eu le même répondant? Non. Est-ce que ça nous aurait permis d'avancer sur la technologie, de gagner un peu de temps? Oui. Enfin, tu vois? Hmm. De toute façon, refaire l'histoire, c'est comme l'histoire de ta Oui, vie, quoi. Je veux dire, tu peux pas. tu sais jamais, tu sais pas parce que tu es au un point qui est le résultat de, Hmm. toutes tes décisions, toutes tes actions qui s'accumulent les unes les autres. Donc, tu changes une chose, bah, le résultat Hmm. change complètement. Donc moi, je te dirais pas, il y a un truc que je regrette vachement puisque tant que en fait, si tu veux, l'aventure continue, tu continues à te développer, tous les futurs sont encore ouverts. L'échec comme un énorme succès. Donc, moi, je sais pas encore. Peut-être Hmm. que le jour où on aura fait l'IPO, où je prendrai ma retraite, ou je sais pas quoi, je te dirai, ben, ou la boîte s'arrête, tu vois. Hmm. À ce moment-là, tu peux dire, ah oui, il y a ce truc-là que j'aurais dû faire comme Hmm. ci ou comme ça. Mais tant que c'est pas le cas, moi, j'ai du mal à dire, il faut changer tel truc, tu Ok. vois. Bon, tu m'inviteras à l'IPO pour fêter ce moment. Je pourrais dire, voilà, je l'ai eu sur le podcast au tout début, hein, quand ils étaient au début de l'aventure. Merci à toi, Émeric, pour voilà, ton retour d'expérience, tes partages très instructifs de comment on construit un projet comme celui-ci, voilà, qui sort du commun. Et donc, voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir donner la parole aux entrepreneurs qui, comme toi, viennent expliquer leur projet. Et puis, pour vous qui nous écoutez ou regardez, si vous n'êtes pas encore abonné sur YouTube, Spotify, Deezer, bref, toutes les bonnes plateformes, Apple Podcast, évidemment, vous pouvez le faire pour découvrir chaque semaine les conseils d'entrepreneurs, les retours d'expérience qu'ils peuvent vous partager. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes. Bye.